Eh Marie, viens faire toi-même le mélange des couleurs sur les murs de la cabane du pêcheur. Viens t'asseoir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Pour une poignée de review, le podcast à review thématique. Aujourd'hui, pour la deuxième sur, je sais pas, au moins une dizaine, d'émissions, nous allons parler de la saga Kingdom Hearts. Et pour cela, bonjour Charles, comment ça va? Et salut, ça va très bien. Prêt pour le jeu à boire? Le jeu à boire de jeux vidéo. Jeu vidéo. Il faut Donc je changer. rappelle les règles. À chaque fois qu'on entend que l'on dit jeu vidéo, il faut boire un coup. Voilà. Voilà. Alors, la première émission, tu les as comptées? Je dirais une bonne trentaine. Voilà. Moi, j'ai écouté, j'ai facile la trentaine. Mais bon. Eh bien, Ah, écoute, sans autre forme de procès, j'aime bien, j'ai piqué cette phrase au podcast Tech Café à Guillaume Vendée et Guillaume Poggiaspala, et j'aime beaucoup cette expression, mais elle n'est pas de moi. Nous allons commencer. Alors ok. aujourd'hui, Charles, tu dois nous parler de Kingdom Hearts numéro 2, si je ne m'abuse. Numéro 2 et non. Et on parlera du 2, mais il faut déjà parler d'un petit jeu vidéo qui est sorti sur Game Boy Advance, qui s'appelle du coup Kingdom Hearts Chain of Memory, les chaînes de la mémoire, qui en fait est le préquel de Kingdom Hearts 2. Donc c'est compliqué de faire Kingdom Hearts 2 sans en parler. Et notamment, il est sorti une année plus tôt. D'accord. Donc, dans la Voilà. première émission, tu m'as dit non, on ne parle pas de Kingdom Hearts 1, on parle de 1.5. Dans la deuxième émission, on parle pas du numéro 2, on parle du préquel du numéro 2. Dans la troisième émission, est-ce qu'on parlera bien du 2 ou il va y avoir encore une entourloupe? Je sais pas, on verra, ça dépend. Et donc, tu nous disais le Chains of Memory, Voilà, c'est ça, qui est Chain of donc le Memories. préquel du numéro 2 que tu vas nous exposer. Il est sorti sur GameCube, Game Boy, c'est ça? Non, Game Boy Advance. Game Boy Advance. Exactement. Ah, c'est Voilà. encore mieux. On a notamment eu le droit à une édition limitée collector de la Game Boy Advance pour ce jeu vidéo-là. T'as vu, Que j'ai calé tu, le premier là. que tu as, bravo, que tu as en ta possession évidemment. Et oui, évidemment, oui. Et c'était d'ailleurs, alors pour souvenir, c'est quand j'ai ouvert ma boutique, c'est mon premier cadeau d'anniversaire quand j'avais la boutique. Voilà, voilà. Quand j'ai eu la boutique, je me suis dit, je me fais un beau cadeau d'anniversaire et voilà, je me suis pris la petite Game Boy Advance édition limitée. Pour planter un peu le décor, donc Kingdom Hearts 1 est sorti du coup en 2002. Il a fait des très bons scores pour une nouvelle IP, une nouvelle licence. C'est un petit peu, c'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le Avengers de Disney et de Final Fantasy. Voilà, puisque ça regroupe tous les personnages de Final Fantasy, enfin pas tous les personnages, mais une grande partie des personnages de Final Fantasy et de Disney. C'est un petit peu comme si aujourd'hui nous avions un film avec les personnages de Marvel et de DC dans le même film. Enfin, voilà, ce serait impensable, quoi. Et il a fait vraiment des Mais en très bons mieux. scores, notamment en Europe, voilà, où les chiffres de vente ont été vraiment très très bonnes. Il est ressorti du coup en version Final Mix, c'est ce que je t'expliquais lors du dernier podcast, au Japon avec du contenu supplémentaire et tout ce qu'aujourd'hui on sortirait sous DLC en fait, hein. C'est exactement le même principe, sauf que là on rachète tout le jeu. Et du coup, Tetsuya Nomura a déjà pensé à la suite. Donc il va commencer à préparer une suite, sauf qu'il a beaucoup de demandes de Disney, de Square et également des développeurs de jeux pour que il y ait une allitération de Kingdom Hearts sur Game Boy Advance. Et D'accord. là, voilà le début du projet. C'est-à-dire que Tetsura Nomura, du coup, ne voulait pas à la base développer son jeu sur console portable.
Il voulait vraiment le faire uniquement sur console de salon et avoir des vrais, entre guillemets, des vrais jeux. Parce que naturellement, la puissance d'une Game Boy Advance, c'est largement plus faible qu'une PS2, quoi. Voilà, Ouais, ça, je pense que tout le monde peut le comprendre. mais dire que les jeux qui sont sur console portable, ce ne sont pas des vrais Non, jeux, c'est raciste. non, mais ouais, non, non. Alors, je me suis mal exprimé. C'est plus vrai gros jeu. Oui, non, non, je parlais pas de toi, hein, mais Voilà, je sais que comment c'est le. quelque Oui, chose oui, qui oui, est. oui. Bah, C'est surtout que ça. je te connais en tant que vendeur de jeux vidéo, donc je sais que C'est ça. les jeux vidéo qui sont sur console portable, pour toi, sont de véritables jeux vidéo. Bam, combo. Voilà. Combo, c'est bon, vous avez fini la bouteille. Passez à la deuxième. Donc voilà, donc on commence cette petite aventure du coup avec un jeu que Nomura ne veut pas forcément faire. Mais du coup, il se dit bon bah écoutez, allez, on va y aller. Mais moi, j'ai pas envie de faire le développement dessus, donc je vais déléguer. Disney va proposer à Nomura du coup une boîte de développement donc Jupiter, qui se sont fait assez reconnaître sur plusieurs jeux de la Game Boy Advance. Donc quoi, ils y arrivaient bien et tout. Et il va donc dire à l'équipe de Jupiter, eh bien écoutez, si vous voulez bosser sur le prochain Kingdom Hearts, vous allez me sortir un proto sous moins de 30 jours. Ah Et oui. là, les mecs sont en PLS complet. Voilà, puisque en fait, Nomura ne demande rien d'autre, mais tout simplement d'avoir le jeu PS2 sur une Game Boy Advance, d'avoir Kingdom Hearts 1 sur Game Boy Advance, avec le même nombre de cinématiques, les doublages en originaux, donc pas juste du texte, vraiment du dialogue. Donc ça veut dire des pistes de son enregistrées, un combat en direct et pas un combat tour par tour. Voilà, il met toutes les contraintes et il disait, écoutez, vous avez 30 jours pour me faire un prototype. Là, les mecs sont un peu en PLS parce que on va devoir parler un peu technique. C'est-à-dire que, en fait, donc on est sur la PS2, on est sur du DVD. Kingdom Hearts 1 pesait 2,8 gigas. D'accord? Un DVD peut comprendre 4,7 gigas. Une cartouche de Game Boy Advance contient 32 MO, soit 0,32 gigas. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, du coup, les mecs des Jupiter se sont littéralement chiés dans le froc. Ils ont dû revoir énormément de choses pour essayer de compresser un maximum les données. C'est surtout qu'en plus, on est sur de la ROM, c'est-à-dire sur GBA, c'est pas la console qui va lire les informations, interpréter les informations pour les retranscrire à l'écran. Une Game Boy Advance, en fait, ça affiche directement ce que la cartouche lui dit d'afficher. Donc le traitement se fait à partir de la cartouche et non à partir de la console. Ah oui, d'accord, d'accord. Il n'y a pas de puissance. Ah, ok. Voilà, donc un petit peu pour remettre. Donc du coup aussi, c'est plus du tout le même fonctionnement au niveau de l'encodage, au niveau du développement, au niveau de tout. Voilà. Donc ça fait pas mal de problématiques, on va dire, là-dessus. Et en même temps, du coup, bah, il laisse un peu les gars de Jupiter bosser dessus, et en même temps, il va commencer à bosser sur Kingdom Hearts 2. Oui, parce qu'on va parler des deux en même temps, parce que les deux développements se chevauchent, en fait. D'accord. Donc, il va commencer à bloquer son équipe. Donc, on est courant année 2002-2003. Il va commencer à bloquer son équipe, parce que les équipes de Square, du coup, sont sur plusieurs projets en même temps. Donc là, notamment, ils viennent plus ou moins de finir le développement de Final Fantasy X-2. Et il y a d'autres projets qui sont en cours, donc là, il est en train de bloquer son équipe pour dire à ses chefs, bah, écoutez, moi, c'est eux, et eux, il me les faut forcément. Voilà, donc il se construit sa petite équipe, il commence à bosser sur le scénario, et il part déjà sur un principe simple, c'est-à-dire que on va avoir Kingdom Hearts 2 qui se passe un an après Kingdom Hearts 1. De base, il veut ça tout simplement pour qu'on ressente une évolution dans la mentalité du personnage. Que ça se passe pas juste le lendemain, quoi, et qu'on ait juste une petite continuité sans avoir de réelle évolution, ni au niveau des enjeux aussi, parce que naturellement, si c'est une continuité comme une série, on va dire, où il n'y a pas de coupure temps, l'évolution est moindre. Donc, il veut vraiment cette coupure d'un an, et il veut aussi un démarrage énigmatique. C'est-à-dire qu'il veut perdre le spectateur dès les premières minutes de jeu. Il veut que le spectateur soit complètement paumé. Et on va le voir, il va réussir à le faire.
Et donc, naturellement, après, en même temps que l'équipe, du coup, de Jupiter réussit à développer un prototype, Nomura est plutôt satisfait. Ils ont dû faire appel à une autre boîte spécialisée dans l'informatique, du coup, pour apprendre à compresser encore mieux les sons et les images. Beaucoup de travail aussi a été fait dès que le commencement du Kingdom Chain of Memories a bien débuté. On va dire beaucoup de retravail sur tout ce qui est visuel. C'est-à-dire que du coup, l'équipe de Jupiter a dû supprimer des animations faciales justement pour gagner de la place parce qu'il n'y avait pas assez de mémoire. Et là où ça devient drôle, c'est que l'épisode en fait s'appelle Chain of Memories et le plus gros souci de développement, bah, c'est la mémoire. Et du coup, Voilà, c'est sympa, tu vois. ouais, ça fait une Voilà, la petite mise en réalité abîme. rejoint la fiction, c'est ça. Donc, Chain of Memories avance bien, Kingdom Hearts 2 avance bien aussi. Il y a quelques changements d'équipe et autres. Mais du coup, fin 2002, début 2003, il y a un gros événement chez Square. C'est tout simplement la fusion de Square et de Enix, qui deviendra l'actuel Square Enix, en fait, tout simplement. En fait, à la base, c'est bien deux boîtes distinctes qui se sont rapprochées. Et donc, cette fusion va aussi foutre un peu de bazar, on va dire, dans ce développement, parce que du coup, il y a des projets en cours dans les deux groupes de développement, et ces projets, on va dire, lors de la fusion, sont un peu compromis, entre guillemets, quoi. Voilà. Donc, ça va rajouter un petit peu de bazar dans tout le processus de développement. Donc sur le développement de Kingdom Hearts Chain of Memories, basiquement, j'ai dit à peu près tout ce qu'il fallait à dire sur le dev. Côté Kingdom Hearts 2, Nomura veut faire le même jeu que Kingdom Hearts 1, sans ses défauts, et différent. Il veut faire le même jeu mais différent. Tout en mieux. Voilà. Non mais voilà, et c'est ces paroles en fait. Je veux exactement la même chose mais différent. Voilà, c'est exactement ces paroles-là qu'il a sorties à ses équipes. En plus de vouloir perdre le spectateur dès le début, il a pas mal de choses sur le rythme de jeu. C'est-à-dire que basiquement, le rythme de jeu de Kingdom Hearts 1, c'était exploration, plateforme, combat. Toute la partie avec une série de plateformes, on va dire, qui était très difficile et mal jaugée pour de la 3D, qui était, voilà, on va dire pour les néophytes du jeu vidéo, les phases de plateforme de Kingdom Hearts, c'était juste une purge, quoi. Donc du coup, il veut vraiment rendre le jeu plus simple, on va dire, pour les néophytes. De cela va découler en fait des modes de difficulté qui n'étaient pas forcément bien retranscrits dans le 1. Donc des modes de difficulté mieux jaugés. On va avoir également énormément de mini-jeux qui vont se rajouter. C'est-à-dire qu'il veut qu'il y ait le scénario de base, donc passer de monde en monde et tout ça, mais il veut également rajouter énormément de choses à l'intérieur qui vont couper un petit peu l'expérience et permettre de rafraîchir, on va dire, le jeu. Notamment, une des épreuves un petit peu sympa qu'il a rajouté, c'est le système de skateboard. C'est-à-dire que dans le monde du coup principal, dans le monde 1, on va dire, on a une phase où on peut monter sur un skate et il faut rattraper des lettres tout en se baladant dans la ville, en faisant des figures et tout. Comme Euh, Spyro. voilà, comme Spyro. Et donc, du coup, cette phase, à la base, c'était juste prévu pour le monde 1. Nomura trouvait ça très sympa, et du coup, il a fait, bah écoutez, on va le rajouter à tous les mondes. Enfin, quasiment à tous les mondes. Et là, les mecs qui avaient déjà bossé sur les designs des mondes ont dû tout revoir pour pouvoir intégrer le skate, pour intégrer des rampes et tout ça. Donc, il a fallu revoir tout le level design. Notamment aussi, donc dans le même truc des un petit peu galères, il a décidé ils ont décidé plutôt d'ajouter le château de Mickey. Donc, il faisait juste une brève apparition dans le 1 et c'était pas un niveau jouable. Et là, dans le 2, il devient un niveau jouable. Donc, du coup, le souci qu'il y a eu, c'est que à la base, dans le 1, il n'était pas prévu que ça devienne un niveau jouable. Donc, le peu qu'on voyait dans les cinématiques n'était pas pensé pour être exploré et pour rajouter du gameplay à l'intérieur. Du coup, ils ont dû énormément tricher, en fait, sur les perspectives, sur les dimensions des objets et tout ça, pour pouvoir rendre, en fait, ce qui était à la base juste une cinématique jouable. C'est marrant Voilà, parce donc il y a qu'ils plein de auraient pu, petits détails, en fait, comme ça.
Ils auraient pu tout simplement dire bah on s'en fout, c'est pas grave, on le redesign. Oui, Mais non. et non, il y a une continuité. Il y a des mondes qu'on va revisiter dans le 2. C'est les mêmes mondes, mais c'est pas les mêmes endroits du monde. C'est-à-dire, il trichote un petit peu. Il dit, bah, par exemple, lequel on va? Agrabah. Et en fait, dans Agrabah, donc pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, basiquement, c'est comme si le un se passait à l'ouest d'Agrabah et le 2 se passait à l'ouest d'Agrabah, quoi. En gros, c'est pas la même vue, c'est pas le même lieu, on va dire, dans le monde de Aladdin. Voilà. Donc, ils ont essayé de faire une continuité pour justement qu'il n'y ait pas aussi de coupure, de monde qui change drastiquement, qu'il y ait une cohérence dans le monde et tout ça. Un autre défi aussi de Nomura a été de dire, bah, écoutez, de un, on a eu le monde de Monsieur Jack, qui était vraiment différent au niveau de l'ambiance et tout ça. Parce qu'on est quand même sur du musical, hein, normalement. Le monde de Monsieur Jack, c'est un peu de la comédie musicale, avec une ambiance très sombre, avec on n'est pas sur du dessin animé, on est sur des marques, entre guillemets, et tout ça. Donc, ça a été un petit peu le défi du genre. Et dans le 2, il s'est dit, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire pour faire un petit peu ce monde défi? Et il s'est dit, ben, on va prendre un film Disney, pas un dessin animé, un film en réel, quoi. Il avait une première idée qui a été refusée par Disney. On ne saura jamais réellement quelle était cette idée, puisque, bah, étant japonais et très fier de lui, du coup, comme ça a été refusé, il n'a jamais voulu dire quelle était sa première idée. Mais Disney lui a proposé plusieurs autres films. Alors nous, on pense enfin plusieurs pensent que c'était le film de Roger Rabbit que voulait adapter du coup en monde, mais il n'y a pas de confirmation là-dessus. Et du coup, quand il a vu les propositions de Disney, dedans il y avait Pirates des Caraïbes. Et il s'est dit banco, ça sera celui-là, ça sera Pirates des Caraïbes qu'on va refaire et on va le mettre dans un jeu vidéo, on va le mettre dans les mondes de Kingdom Hearts. Et il faut que quand on arrive dans ce monde, on se dise c'est réel, c'est pas un dessin animé, c'est pas une version cartoon de Pirates des Caraïbes. Donc du coup l'équipe a pas mal. Vas-y, vas-y. Pardon, c'est juste que je trouve que c'est un choix assez judicieux parce que ben, tu disais dans les années 2000, alors ça va faire un petit jeu de mots, mais j'y avais pas pensé. Pirates des Caraïbes avait le vent en poupe énormément à ce moment-là. Complètement. Oui, au niveau, c'est ce qui a fait un petit peu son choix, c'est la popularité de Pirates des Caraïbes qui a fait qu'il s'est dit bon bah banco, on y va. Pirates des Caraïbes, il y a eu plusieurs soucis, on va dire, pour la création du monde. C'est que bah on n'est pas sur un univers cartoon, donc au niveau des combats, il faut que ça fasse encore plus réel. Alors qu'à la base, les mondes de Disney, on peut être sur du cartoon, un truc un peu coloré et tout ça. Donc là, on est très sombre. Il y a aussi toute une thématique au niveau des mécaniques de gameplay, qu'il faut essayer de chercher pour avoir cette logique. Par exemple, dans Pirates des Caraïbes, les pirates sont immortels, techniquement. Donc il faut trouver une astuce pour que dans le gameplay, entre guillemets, cette immortalité ne soit pas forcément un frein. Donc là, ils ont décidé du coup de jouer sur l'ombre et la lumière. C'est-à-dire qu'en fait, dans Pirates des Caraïbes, les pirates sont invincibles quand ils ont la lune qui les éclaire. Et Ah en oui, fait, les d'accord. pirates deviennent des squelettes à la lune, comme dans le film. Donc les squelettes sont invincibles et il faut du coup les amener dans l'ombre pour pouvoir les vaincre. Voilà, donc il y a plein de mécaniques de gameplay comme ça qui a été repensé. C'est super Et cool. ça c'est super cool. Et l'autre détail, c'est que du coup, comme on est sur du réalisme, il faut de la motion capture. Donc du coup aussi, ça a été un vrai défi technique et c'est l'un des premiers jeux, on va dire, alors pas le premier, mais c'est l'un des gros premiers jeux à avoir fait de la motion capture dans ce style de jeu. Donc du coup, les acteurs ont joué réellement leur rôle enfin c'est pas les acteurs du film, mais des acteurs ont joué le rôle des acteurs du film. On a notamment aussi un Johnny Depp qu'il va falloir animer. Un Johnny Depp avec ses mimiques très spécifiques, quand même. Ouais, bien relou. Euh, bien relou, voilà. Johnny Depp a notamment été invité au studio de développement pour qu'il juge, on va dire, de la performance du coup des développeurs. Et la seule chose qu'il a dit, c'est les gars, c'est mortel.
Et puis Voilà. après, il s'est enfilé un verre de rhum et il est parti. C'est ça. Et après, il est parti. Voilà. Non, mais c'est bien, Donc, c'est bien. C'est bien d'avoir ça le, fait partie le... des petites anecdotes, en fait, un petit peu sympas. Voilà. L'autre gros, on va dire, un autre gros chantier, ça a été tout ce qui était capture de voix, puisque dans Kingdom Hearts 2, on est sur des personnages qui sont doublés, avec notamment pas mal de stars. Et Kingdom Hearts 2 comprend la modique somme de 120 personnages parlants. Je rappelle que nous sommes en 2003, 2004. 120 personnages qui parlent, donc avec des doubleurs, en sachant qu'on est sur des personnages Disney, où c'est la majorité, c'est les doubleurs des dessins animés qui ont doublé leurs propres personnages dans Kingdom Hearts. Ah Donc oui. ça représente quand même un boulot monstre au niveau de la prise de son, au niveau du montage et au niveau du stockage, on va dire, des données, pour pouvoir justement attribuer au bon moment et tout ça, les bonnes voix, ce genre de choses. Ouais, c'est un travail assez Titanesque. titanesque, ouais. Ah, Voilà. c'est le mot que j'avais utilisé. Ouais, Voilà. En c'est sachant énorme. qu'en plus, donc, je rappelle qu'on est en 2003 et que les studios de développement ne sont pas aussi gros qu'aujourd'hui. Ouais. J'essaye Studios de trouver une comparaison assez juste. Je pensais à Morrowind, où dans Morrowind, il y a Tout énormément. à Tous fait. les personnages qu'on croise parlent, mais en fait, ce sont les mêmes voix qu'on réutilise, les mêmes phrases, les mêmes gimmicks. Donc en Mm, soi, il doit y avoir peut-être une trentaine de voix différentes, c'est mais ça. j'ai pas vraiment de comparaison à cette époque-là. Du moins. Parce que Mm. même aujourd'hui, par exemple, les Mass Effect, on réentend les mêmes voix. Les mêmes voix, oui. Euh, Oui, oui, c'est les mêmes doubleurs qui jouent d'autres voix, en fait. Voilà. oui, Notamment au niveau des guests, nous avons quand même un petit Christopher Lee qui vient de doubler dans Kingdom Hearts au niveau de la voix, c'est de exceptionnel, ça c'est la génial. VA. Voilà. Qui va notamment jouer donc le personnage de Diz, qui est un personnage extrêmement important dans l'univers de Kingdom Hearts, que je parlerai plus tard. Oui, il y a également un autre monde qui a été un petit peu défi au niveau de Kingdom Hearts 2, c'est qu'ils ont décidé de mettre le monde du Roi Lion à l'intérieur du coup des mondes visitables. Et du coup, comme Sora du coup est un personnage qui s'adapte, on va dire, à son milieu et qui va avoir des tenues adaptées, et bien en fait c'est un monde où il joue un lionceau, où en fait on Ah, joue un lionceau. Voilà. Ce qui a été quand même un gros défi technique, puisqu'il a fallu créer un personnage à part entière avec des mouvements à part entière puisque naturellement, comme c'est un lionceau, ça se déplace à quatre pattes, ce genre de choses. Enfin voilà, la Keyblade, il l'a dans la gueule. Enfin, au niveau des mouvements, au niveau des pour ce monde-là, au niveau des mouvements de personnages, au niveau des animations, au niveau tout a été recréé uniquement pour ce monde-là. Juste pour se rendre compte du boulot titanesque pour un seul monde, en fait. Et c'est la même chose pour Donald, qui lui, du coup, il est transformé en Zazu, en oiseau. Donc pareil, avec des mouvements spécifiques, des animations spécifiques. Et Dingo qui est... Je ne sais plus, Dingo, qu'est-ce qu'il fait? Timon, Je sais plus, Pumba. j'ai oublié. Je sais plus, ouais. Ouais, je sais plus du tout, Dingo, en quoi il est transformé. Ah, mais J'ai un c'est gros très... trou, je le retrouverai. Et ils ont gardé, par exemple, Donald, ils lui ont laissé la casquette. Ils ont fait un Hum, mix des deux personnages. c'est ça, ils ont fait un mix de personnages et du coup, Donald tient son sceptre magique dans l'aile en même temps qu'il vole. Enfin voilà. Donc il y a tout un retravail des animations qui a été fait pour un seul monde. Donc ils se sont vraiment donné des défis en fait pour ce jeu. Ils ont vraiment voulu mettre le tout pour le tout. Il y a une autre phase aussi au niveau du développement, au niveau des qui a été retravaillé, c'est les vaisseaux Gumi. Donc en fait dans le 1, c'est ce qui permettait d'aller de monde en monde, mais basiquement c'était plus un interlude, c'était voilà pour mettre un mini-jeu quoi. Et il y a eu pas mal de retours négatifs sur cette phase-là, on va dire, puisqu'elle était assez redondante, pas assez scriptée, voilà, un peu vide de sens, on va dire, et pas forcément bien développée. C'était plus quelque chose qu'on avait hâte de finir, quoi. Même si c'était très sympa, mais à la longue, ça cassait le rythme du jeu. Du coup, en fait, la phase de vaisseau Gumi donc a été gardée, mais a été totalement retravaillée
et a été faite de façon à faire un shooter 3D. Donc on est sur donc les shooters de l'époque, Excellent. voilà, Galadat, ce genre de choses, mais version 3D avec des systèmes de boss, comme un petit scénario en fait. Et les développeurs ont voulu faire un jeu dans le jeu en fait, pas juste un mini-jeu, vraiment un jeu quoi, à part entière. Voilà. Et ça se ressent complètement au niveau du gameplay, quoi. D'accord. Je pense que là, au niveau du développement de ce jeu vidéo, on a fait le tour. Ce qui est déjà pas mal. Ça a été un développement de jeux vidéo très complexe C'est ça. et, Voilà, de et- défis. Vraiment, c'était pas juste la suite pour faire une suite pour faire du pognon, c'est une suite pour raconter quelque chose et à la fois avec des nouvelles idées de gameplay pour amener les gens vraiment à apprécier cette suite. ok. Bon. Et après le Bon, développement, l'histoire. l'histoire, voilà. Donc on va revenir à Kingdom Hearts Chain of Memories. Ouais. Donc il sort en 2004, développé du coup, comme je l'ai dit, par Jupiter, et le scénario est écrit par Nomura. On va se retrouver Juste. donc juste après. Oui, Non, c'est juste, je préviens nos auditeurs et auditrices, c'est Jupiter, hein, pas Jupiler. Voilà, bande oui, alcoolique. Jupiter, oui, 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 c'est ça. Non mais c'est normal, ils sont à leur deuxième bouteille à cause de tous ces jeux vidéo aussi. Voilà. Voilà, ça aide pas. Donc nous sommes juste après la fin de Kingdom Hearts, c'est-à-dire que Sora se retrouve sur un chemin avec Donald et Dingo à parcourir les ténèbres pour essayer de retrouver Riku. Ils vont tomber sur un manoir. Ce manoir, on va l'apprendre par la suite, c'est le manoir Oblivion. Euh... Oh, Tanana, oh, on tanana, s'y attend pas du tout. tanana, tan, tan, tan. En rentrant dans ce manoir, il va rencontrer les prémices des antagonistes de Kingdom Hearts 2, qui est en fait l'organisation 13. Des personnages avec un long menton noir, qu'on ne voit pas leur visage, avec une capuche pour cacher leur visage. Ils vont du coup être assez énigmatiques avec Sora et lui faire plus ou moins comprendre que son ami Riku est peut-être ici, mais qu'il faudrait explorer plus le château et explorer ses souvenirs. On va donc, un des hommes encapuchonnés de l'organisation 13 va donc donner à Sora une carte qui va lui permettre de revisiter ses souvenirs. Cette carte est du coup a le symbole. Chaque carte a le symbole d'un des mondes que Sora a visité. On va donc utiliser cette carte pour se replonger au niveau au niveau du monde que Sora a déjà visité. Donc du coup la ville de Traverse, Agrabah, Monstro et tout ça. Au fur et à mesure de l'histoire, on va se rendre compte que effectivement il y a un Riku qui est là, mais ce n'est pas forcément notre Riku. C'est exactement le même design, le même personnage, mais il y a quelque chose qui cloche. En avançant progressivement, au fur et à mesure que l'on remonte et qui visite ses souvenirs, il va également les perdre. Sora va perdre ses souvenirs et ne plus se rappeler du nom de ses amis, d'où il vient, ce genre de choses. Petit à petit, sa mémoire va être effacée. Euh, Et donc on arrive, on va dire, grosso merdo, à la fin du jeu, où Sora est a complètement perdu ses souvenirs. Ils ont été en fait aspirés par une sorcière appelée Naminé, qui est très liée à Sora, puisqu'elle ne peut influer que le souvenir de Sora et de quelques-uns de ses amis. Elle lui a donc complètement effacé la mémoire. Et comment dire, depuis elle a complètement effacé la mémoire. L'organisation 13, elle, du coup, est en conflit interne. Plusieurs membres, en fait, se font des coups de pute. C'est un petit peu la Game of Thrones, si tu veux, des organisations. Il va y avoir des guéguerres dans cette organisation de pouvoir et de suite. À la fin du jeu, du coup, on va rencontrer Diz, qui est un personnage énigmatique qu'on n'a jamais vu avant
et qu'on en saura plus dans Kingdom Hearts 2, qui va du coup, avec Naminé, endormir Sora pour du coup lui redonner ses souvenirs. La première phase du jeu est finie. La deuxième phase de jeu, du coup, on va jouer Riku. Et Riku, pareil, petit à petit, va avancer dans le manoir. Et pareil, va démêler un petit peu les complots de l'organisation 13. Et notamment se rendre compte qu'il a une copie de lui-même et que l'organisation 13 en fait est en train de créer des sortes d'êtres, des coquilles vides où il implémente à l'intérieur une mémoire et des souvenirs et leur donne plus ou moins vie entre guillemets, un petit peu comme des clones en fait. Le mot clone n'est pas dit, mais c'est un petit peu dans ce registre-là. Ouais, je vois l'idée. Basiquement, voilà, basiquement, ça c'est le scénar de Chain of Memories. Au niveau du gameplay, du coup, on est sur de la 2D asymétrique. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur du 2D à la Mario. On est sur du 2D un petit peu comme Final Fantasy VII. Je sais pas J'ai si pas tu connu, vois. mais ok. Non. Voilà. En fait, on est donc, c'est assez compliqué à expliquer. C'est un petit peu comme si on avait vue de dessus, mais en fait, au lieu d'être vue de dessus, on est vue de trois quarts. Donc, on a un petit peu de profondeur en fait. Artificielle, mais on a un petit peu de profondeur. Au niveau des combats, on n'est plus du tout sur un système de compétences et tout ça. On est sur un système de deck de cartes. Chaque carte va correspondre à une attaque spécifique et on va pouvoir switcher comme ça, de carte en carte, pour effectuer des combos au niveau du combat. Donc ça change un petit peu, on va dire, le système de jeu de base, mais les combats restent quand même assez dynamiques. Voilà un petit peu, il n'y a pas forcément plus à dire sur ce jeu, puisque on est sur un épisode transitoire. Et il faut rappeler aussi que Nomura, ne voulant pas forcément le développer à la base, il n'a pas un grand amour non plus pour ce jeu. Il l'a fait bien, mais il a fait le minimum nécessaire. Oui, oui, vu Voilà. que ça l'intéressait pas. Et Ok. notamment pour cela que, en fait, toutes les éditions portables de Kingdom Hearts, hormis Birth by Sleep, et donc l'épisode sur PSP, mais toutes les épisodes, donc Chain of Memories, euh, Codex et 365 jours sur deux, je sais plus comment il s'appelle, celui-là, il a un nom voilà. Ces trois jeux, en fait, ont été développés à la demande de Square Enix et à la demande de Disney. C'est des jeux que Nomura, à la base, ne voulait pas faire. Et c'est notamment pour ça que sur les rééditions qui sont sorties sur PS4, par exemple, ces jeux-là ne sont pas refaits, mais sont juste, du coup, résumés en cinématique. D'accord. Voilà. Donc, en fait, tous les jeux sur les compilations, tous les jeux qui ont été refaits, c'est les jeux que Nomura voulait faire. Et ceux qui sont en forme cinématique, c'est ceux où il a été plus ou moins obligé de faire. C'est un peu dommage parce que le 358i était vraiment très très sympa. Et j'étais un peu déçu justement qu'ils ne le remettent pas sur les compiles. Enfin bon, donc du coup, nous allons pouvoir passer à Kingdom Hearts 2. Tu vois, on y arrive. On a fait un petit détour, mais on y arrive. Un petit détour de 35 minutes. Oh, ça va. Non, oui, tout va très bien. Donc, au niveau des différents mondes, du coup, donc j'ai dit que dans Kingdom Hearts 2, du coup, on se retrouvait donc au Roi Lion et à Pierre des Caraïbes. Mais en fait, du coup, on va avoir beaucoup, beaucoup de monde. Donc, on va commencer en fait à la Cité du Crépuscule, qui est un monde imaginaire. On va pouvoir passer par la forteresse oubliée, qui est en fait le dernier monde de Kingdom Hearts 1, où on avait rencontré la bête, voilà, et où on avait fait les derniers combats de boss. Ensuite, on va passer par la Terre des Dragons, qui est en fait le monde de Mulan. On passe par le château de la Bête, de la Belle et la Bête, le Colisée de l'Olympe, le château de Disney, la rivière intemporelle, qui est un monde excellent. C'est un monde en fait dans les années 50, je dis pas de bêtises. C'est les premières années de Mickey, donc en noir et blanc. Donc du coup, on se retrouve dans un monde en noir et blanc avec des bruitages de l'époque et tout.
vraiment top. Atlantica, donc le monde de la petite sirène. Port-Royal, Pirates des Caraïbes, Agrabah. La ville d'Halloween qui revient, mais version Noël cette fois-ci. La Terre des Oh. Lions, donc avec le Roi Lion. Space Paranoid, donc là c'est Tron. La Forêt des Rêves Bleus, du coup, avec Winnie l'ourson. Et Illusiopolis, du coup, qui est en fait la base centrale de l'organisation 13. Donc C'est ça fait énorme. quand même Alors, beaucoup de monde à gérer, quoi. ouais, et puis c'est vraiment très. On l'avait déjà dit pour le premier, mais c'est très. J'allais dire disparate. C'est pas le bon mot. Et c'est vraiment une Oui, vision large parce qu'avoir intégré l'univers de Tron dans ce jeu, ils étaient pas obligés quoi. Et c'est ils auraient ça. pu se contenter entre guillemets de l'univers dessin animé de Mickey et de Winnie l'ourson et puis c'était bon. Non non, ils ont Mm, vraiment poussé les choses. C'est fou. à fond, quoi. Notamment la rivière intemporelle, franchement, c'est un monde, même si vous voulez pas forcément jouer au jeu, je vous conseille de regarder des vidéos de ce monde-là. On est en fait sur Cuphead. Je sais pas si tu vois le jeu Cuphead qui avait fait Ah oui, qui a fait beaucoup parler de lui là récemment. beaucoup parler de lui. En fait, c'est Cuphead, mais en noir et blanc. Au niveau design, quoi. On est vraiment sur le design des années 50, des dessins animés des années 50, du coup, en noir et blanc. Et c'est top. Il est vraiment génial, ce monde-là. Et c'est vrai que tu as vraiment de tout. Et tu as des mondes, du coup, complètement différents, avec des designs et des animations aussi complètement différentes. Et je rappelle aussi que les ennemis sont aussi, en fonction du monde, sont différents au niveau du design. Alors, au niveau du scénar. Donc, Kingdom Hearts 2 se passe un an après Kingdom Hearts 1 et plus ou moins directement après Chain of Memories. Donc, on commence le jeu avec Roxas, un nouveau personnage qu'on ne connaît pas, qui est, d'après ce qu'on comprend, en vacances avec ses amis, qui a des devoirs de vacances du coup à faire. Il va faire plusieurs activités comme ça il a une dissertation à faire, donc il va choisir des choses un petit peu bizarres qui se passent en ville pour faire une dissertation dessus. Enfin voilà, comme des étudiants en fait, des lycéens qui feraient une dissertation l'été. Voilà. Donc on est complètement, on est perdu. On se demande où est-ce qu'on est, et c'est justement ça que Nomura voulait. Petit à petit, on va se rendre compte qu'en fait, il y a des monstres, sauf qu'ils ne ressemblent pas du tout aux sans cœurs du 1, puisqu'en fait, les sans cœurs étaient noirs et ces monstres-là sont blancs. Et le symbole est différent aussi. C'est pas le symbole du cœur inversé comme sur les sans cœurs, c'est vraiment un symbole complètement différent. On va donc du coup devoir affronter plus ou moins ces monstres. Et Roxas va découvrir qu'il est porteur de la Keyblade. Mais il ne va pas comprendre ce que c'est. Et il n'y aura personne pour lui dire ce que c'est, puisque personne n'est apte, on va dire, à comprendre ce qui se passe, quoi. On va donc affronter ces monstres-là et Roxas, du coup, va croiser des membres de l'organisation 13. Donc pendant ces péripéties, durant chaque jour, on va dire, je crois qu'il y a 5 ou 6 jours comme ça qui se passent, à chaque fin de journée, on a une voix bizarre qui nous dit réinitialisation, mémoire 80%, machin, voilà. Et qui va être assez intrigante. En fait, on va pas comprendre ce qui se passe. En avançant un petit peu dans ce premier monde, donc dans la cité du crépuscule, euh, ça c'est le joueur va plus ou moins comprendre que en fait, on est dans un monde informatique, un monde dupliqué, recréé de toutes pièces. Et que Roxas va avoir un lien avec Sora. Et effectivement, il a un lien, puisque Roxas, en enlevant le X et en inversant les lettres, ça fait Sora. Il va Ah donc ah. devoir... donc, au fur et à mesure, il va se faire attaquer par un dénommé Axel, qui lui dit à la base être son ami, mais il va plus ou moins l'attaquer, essayer de le ramener de force, parce que Roxas ne le comprend pas, il ne se rappelle pas de ce personnage.
Et s'ensuit plusieurs petites péripéties. Euh, Roxas va donc du coup devoir se sacrifier plus ou moins, puisqu'il se rend compte que Roxas n'est rien d'autre qu'une partie de Sora. Il va donc devoir réintégrer, on va dire, la Sora pour que Sora puisse se réveiller. Donc on avait laissé Sora endormi en fait dans Chain of Memories, donc pour qu'il va pouvoir reconstruire ses souvenirs et pouvoir se réveiller. Sora vient donc de se réveiller et bien sûr, comme ses souvenirs ont été effacés, petite pirouette scénaristique, il a perdu tous ses pouvoirs. Donc ça permet du coup d'expliquer un petit peu pourquoi on recommence avec un personnage faible entre guillemets quoi, avec peu de pouvoir. Il se retrouve donc dans la cité du crépuscule, mais lui ne comprend pas du tout où il est. Il retrouve également Donald et Dingo qui ont été endormis et qui viennent de se réveiller, et ils ne savent pas du tout où ils sont. Ils vont donc essayer de comprendre un petit peu où est-ce qu'ils se trouvent, pourquoi Sora a une photo de Rossas dans sa poche, enfin ce genre de choses. Euh, S'ensuit quelques péripéties où Sora se voit attaqué du coup par ces fameux monstres. Il est vraiment très en mal puisqu'il n'arrive pas à vaincre du coup ces monstres-là vu qu'ils viennent en flot continu en fait. Et là, un personnage vient les sauver, qui n'est autre que Mickey. yeah, Ah. joli. Voilà. Donc Mickey, le roi, avec un manteau de l'organisation 13, donc ce qui rajoute un petit peu de mystère, en sachant que là, pour ceux qui n'ont pas fait Chain of Memories, l'organisation 13 est complètement inconnue. Hein. On ne sait même pas leur nom. Donc ils voient juste des mecs avec des manteaux en fait, hein, noirs très énigmatiques. Et, Donc euh, là, on voit Mickey avec ce fameux manteau. et d'ailleurs, toi, à l'époque, tu avais eu le temps de jouer à Non, Chains moi of j'ai fait Memory. le 2 directement. J'ai fait le 2 directement, donc j'ai suivi ce que vous voulez plus ou moins Nomura, c'est-à-dire être complètement perdu. Voilà. Moi, j'étais complètement perdu. Les premières heures de jeu, c'était un calvaire. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, Mickey vient donc sauver Sora, Donald et Dingo. Il va leur donner une bourse et leur dire de prendre le train. Un train un petit peu mystérieux, puisque on avait vu avec Rodsas que c'était un train un peu fantôme qui disparaissait et autres. Voilà. Du coup, Le Sora va train prendre ce fantôme. train, voilà, et va se retrouver sur une sorte de petit monde, tout petit, tout rékiki, où juste une grande tour apparaît. Il va donc, avec Donald et Dingo, monter dans cette tour et se rendre compte que c'est la tour de Yensid. Tu vois qui c'est? Non. Redis-moi. Yensid. Oui, non, mais redis-moi qui c'est. Ah, redis-moi dans Fantasia, le magicien qui apprend à Mickey. Ah oui, mais non, j'ai pas vu Fantasia. Voilà. Et Et- en fait, Yensid est un anagramme de Disney. Ah, excellent. Voilà, ça c'est pour la petite anecdote aussi. Et donc du coup, Yensid, qui est en fait un grand sage de la Keyblade, puisqu'il a arrêté d'être un maître de la Keyblade, donc il est un petit peu celui qui guide, on va dire, les porteurs de Keyblade, et donc va apprendre à Sora qu'en fait, ses nouveaux ennemis sont des simili. Les simili, du coup, ce sont en fait des monstres qui sont créés par la disparition du cœur et lors de la création d'un sans cœur. C'est-à-dire que le sans cœur, du coup, représente la part obscure du cœur. Et quand le sans cœur, du coup, dévore le cœur de quelqu'un et en se créant, on va dire, en émergeant, le corps, lui, va créer un simili. Donc c'est une sorte d'enveloppe vide. C'est une enveloppe vide, en fait, de personnes qui a été dévorée par les sans cœurs, dévorée par les ténèbres. On va également apprendre que ces hommes en manteau noir sont également des simili, mais qu'ils ont l'apparence humaine, tout simplement parce que leurs âmes, on va dire, étaient très fortes, et du coup, leur corps a gardé leur apparence. D'accord. Mais ils n'éprouvent aucune émotion.
Ce sont quand même des coquilles vides, mais ils ont gardé leur apparence d'antan. Voilà. Ces simili, en fait, du coup, portent tous le même nom, on va dire. Enfin, portent tous le même nom. Portent tous un anagramme de leur nom d'origine. Donc, c'est-à-dire que le fameux Axel, en fait, il s'appelait Léa. Voilà. C'est plein de choses comme ça, et à chaque fois, avec un hit qui a été casé quelque part dans le nom. Ce hit, c'est très important. On ne l'apprendra pas avant un petit moment dans l'histoire de Kingdom Hearts, mais en fait, ce hit, c'est ce qu'on appelle le saut du dissident. Mais je vais pas aller plus loin parce que sinon ça va être beaucoup trop compliqué. Euh, Merci. voilà. Donc du coup, on apprend que cette organisation 13 est une organisation du coup de simili qui a pour but du coup de recréer un Kingdom Hearts pour pouvoir récupérer leur cœur. Donc pour redevenir complet, on va dire. Voilà, c'est un petit peu leur but. Donc Sora va donc aller devoir visiter plusieurs mondes pour retrouver sa puissance et également du coup pour contrer les plans de l'organisation 13 qui plonge des mondes entiers dans les ténèbres pour essayer de se reconstituer. On va donc du coup passer par tous les mondes que j'ai cités avant, la forteresse oubliée et tout ça. Euh, je vais dans le détail au niveau du scénar ou je fais du Ben, gros? c'est toi qui vois. Si tu en ressens le besoin, n'hésite pas. Si, c'est comme tu veux. Hum, hum. Ouais, donc je vais y aller entre les deux. Je vais faire entre les deux. Donc du coup, on va je vais faire mi-crack. Au niveau du coup de l'aventure de Sora. Donc après avoir parlé à Yensid, Yensid dit à Sora que les bonnes fées l'attendent. Donc en fait, les bonnes fées de la Belle au bois dormant, c'est ça? Alors, il y en a une Oui. dans la boîte dormant, mais il y a aussi dans Cendrillon. Non, non, Belle au bois dormant, les trois bonnes fées. Ah, les trois. Oui, pardon. Les trois, la Belle au bois dormant. Et du coup, en fait, qui travaillent également pour Yensid et qui vont du coup lui créer, on va dire, sa nouvelle tenue. Donc, c'est ce qui justifiera le nouveau design de Sora. Et également, ce qui justifiera ses nouvelles compétences, puisque grâce à cette nouvelle tenue, il va pouvoir fusionner pendant un temps avec ses coéquipiers, Donald et Dingo. Du coup, en fusionnant avec, par exemple, Donald, il va avoir une forme, c'est la tenue bleue, qui est une forme un peu magique, et du coup, il va pouvoir envoyer des boules de magie, ce genre de choses. Voilà. Et donc, ces formes, progressivement, on va les acquérir au fur et à mesure de l'aventure. Euh, on va donc passer, du coup, à la forteresse oubliée, où il va rencontrer, du coup, il va re-rencontrer, du coup, les personnages de Final Fantasy, qui étaient à la ville de Traverse avant. Et en fait, ils sont en train de reconstruire plus ou moins la forteresse qui avait été détruite dans le 1, enfin, très mal entretenue surtout. Ouais. Donc, on va combattre les membres de l'organisation. À chaque fois, dans un monde, on va combattre ces membres de l'organisation 13. Euh, et progressivement, bref, pas forcément très intéressant de parler à chaque fois de tous les mondes. Moi, je vais devoir sauter un petit peu. Euh, donc voilà, donc ces personnages de Final Fantasy, du coup, vont être un petit peu, on va y revenir souvent à cette forteresse oubliée, tout simplement parce que le scénar, on va dire, de ce monde est le centre un petit peu de l'histoire. Et on va notamment découvrir que la forteresse oubliée, en fait, c'était le jardin radio de l'époque. Donc jardin radio qu'on va voir dans les prochains Kingdom Hearts. Voilà. Dans ce monde-là aussi, il va y avoir une bataille assez épique vers la fin du jeu, un passage génial, où en fait on va courir sur les remparts tout en décimant des flankers qui nous foncent dessus, avec des personnages de Final Fantasy, chacun leur tour, qui viennent nous filer un coup de main. Oh. C'est un passage, c'est une pure tuerie. Donc avec à chaque fois une mini cinématique, on va dire, pour l'entrée du personnage. Donc il y a Cloud qui arrive, qui défonce des 5 heures, on combat quelques 5 heures avec lui, machin, et puis du coup il nous dit c'est bon, tu peux y aller, et puis on avance. Et puis là c'est Tifa qui arrive et qui défonce des 5 heures et tout. Enfin, au niveau ambiance, ce passage-là est vraiment génial. Et on finit en apothéose avec
du coup, 999 sans cœur à buter dans une petite arène. Ils sont tous affichés à l'écran. Je rappelle qu'on est sur PS2. Et du coup, ça méga lag. Non, ça ne lag quasiment pas. C'est un putain de défi technique. Le passage là est vraiment très très impressionnant au niveau technique et au niveau d'ambiance, puisqu'on a eu la montée crescendo, on va dire, du coup avec les personnages de Final Fantasy qui arrivent pour te donner un coup de main, machin. Et là, on se retrouve, on n'a plus Donald, on n'a plus Dingo, on est pendant la grosse bataille, donc on voit les autres, on va dire, il y a une cinématique, on voit tous les autres combattre, et là, on se retrouve au milieu des 999 sans cœur, et faut tous les tuer. Ce passage est génial. C'est une tuerie. Voilà. Donc le scénario avance, on se balade de monde en monde. Alors bien sûr, comme dans Kingdom Hearts 1, chaque monde a son propre scénario et va faire avancer l'histoire, aussi bien de l'histoire principale que l'histoire du monde en elle-même. Petit passage sympa au niveau du Colisée de l'Olympe. En fait, dans le 1, on se retrouvait du coup réellement dans le Colisée. Et là, en fait, le 2 se passe en enfer. On est dans la partie sombre, on va dire, du monde de Hercule. Donc du coup, on va aller devoir sauver Megara. On va croiser Auron aussi, un personnage de Final Fantasy X. Et c'est ça. Donc du coup, qui va nous aider et qui va être notre coéquipier. Et les combats du coup d'arène qu'il y avait dans le 1, en fait, se retrouvent donc dans le 2, mais dans la partie enfer du colisée, un colisée qui a été fermé par Zeus, en fait, parce que il était trop violent et tout ça. Et donc c'est le Colisée d'Hadès, et on combat dans le Colisée d'Hadès. Voilà. Donc truc un petit peu sympa pour pas faire pareil, mais garder les mêmes mécaniques de gameplay. Le château de Disney, lui, où on va rencontrer Minnie en vrai cette fois-ci. Dans le 1, on l'avait vu dans des cinématiques, mais on l'avait jamais réellement rencontré. Minnie et Daisy aussi, qu'on va voir. Notamment une petite scène coupée en Europe, censurée en Europe. En fait, Daisy, normalement, quand elle voit Donald arriver, le tabasse. Et en fait, ça a été censuré chez nous. Voilà, voilà, petit passage. C'est par ce château de Disney en fait qu'on va arriver à la rivière intemporelle. Puisqu'en fait, le château de Disney, normalement, c'est un lieu imprenable des forces du mal, puisque il y a un artefact, une sorte de boule de lumière, on va dire, qui fait fuir les ténèbres. Et en fait, Maléfique veut conquérir du coup ce château-là, et en fait va remonter dans le temps pour voler en fait cet artefact-là avant que le château soit construit. Donc là, c'est le petit scénar pour justifier le fait qu'on revienne dans le temps. Et du coup, on se retrouve du coup dans ce monde de Disney, de Mickey, dans les années 50, avec Patibulaire qui était méchant, plus ou moins méchant, on va dire, dans le 1 et dans le début du 2, et bien là, qui en fait est juste le capitaine du bateau. Voilà. Ça veut dire quelque chose? Non, mais j'allais faire un lien avec Star Trek, avec le plan des Borg dans Star Trek First Contact, dont on a parlé. Exactement, voilà, c'est le même principe. Voilà, donc c'est exactement ça. Donc petit passage sympa avec du coup un niveau qui est vraiment, j'allais dire en haut couleur, mais il est en noir et blanc. Vraiment très. Non mais c'est trop con. Vraiment au niveau du sound design, moi c'est le sound design qui m'a vraiment bluffé sur ce niveau-là. On a vraiment le cartoon de l'époque avec quand on marche, il y a un bruit de cymbales ou ce genre de choses, tu vois. Voilà, donc un monde vraiment très sympa. Ensuite, on a un niveau qui se débloque, mais qui est totalement optionnel. C'est le niveau du coup de Atlantica, du coup de la Petite Sirène. Donc, D'accord. ce niveau est totalement optionnel puisque, en fait, c'est un niveau comédie musicale. C'est-à-dire, c'est pas un niveau avec des combats et tout. C'est un niveau, c'est un jeu de rythme. Ça devient un jeu de rythme en fait. Donc en fait, on est pendant un spectacle du coup de la cour de Triton.
Et il faut donc appuyer sur les bonnes touches au bon moment. Voilà. Donc, Ils, un niveau que j'ai totalement détesté personnellement. Ils auraient pu pousser le vice au point de te faire acheter les micros de SingStar et te faire Ouais, chanter. ils auraient pu. Ça aurait été Vraiment, rigolo. voilà. Donc, typiquement, c'est le niveau, généralement, où quand j'y suis, quand je le refais, je passe la manette à ma femme. Elle, elle aime bien et moi, je déteste. Voilà. Le niveau d'après, donc, du coup, Port-Royal. Port-Royal, donc, dans le monde de Pirates des Caraïbes. Alors, déjà, pareil, au niveau réalisme et tout, pour l'époque, c'est vraiment graphiquement, mais c'est impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire sur PS2, quoi. Faut aussi remettre ça en contexte, on est sur PS2. Et alors, c'est le monde qui a le plus vieilli, parce qu'on est bien sûr sur du réaliste et pas sur du dessin animé, donc c'est des Ouais, choses qui vieillissent un peu plus, voilà. En fait, c'est bizarre quand tu regardes le jeu, quand tu passes à Port-Royal, t'as l'impression qu'il n'a pas été développé la même année, en fait. Là, maintenant, avec le ouais. recul, t'as l'impression qu'il y a un truc qui cloche. Voilà. Donc, c'est le niveau qui a le plus mal vieilli, mais qui est quand même très joli pour l'époque, qui est très, on va dire, qui est réussi aujourd'hui et qui était vraiment magnifique pour l'époque. Notamment au niveau, comme on disait, quoi, des animations et tout ça. Au niveau du scénario de ce monde-là, donc on est sur le scénario de Pirates des Caraïbes 1, donc avec les pièces qui ont été volées, Jack Sparrow du coup qui essaye, on croit Jack Sparrow qui essaye de récupérer le trésor, voilà, on est vraiment sur le scénar de Pirates des Caraïbes 1. Ensuite on passe à Agrabah, donc Agrabah, un gros trou sur ce qui se passe à Agrabah. Il y a Aladdin qui a volé une pomme. Ouais, non, mais parce que dans le 1, basiquement, on avait plus ou moins battu Jafar. On avait battu Jafar, donc on était à la fin d'Aladin 1. Et dans celui-là, c'est au niveau du scénar, ça se passera entre le Aladin 1 et Aladin 2, quoi. Jafar Aladdin n'est pas et réellement Aladdin. revenu. Voilà, ouais, merci. Ouais, Alors, avec ça plaisir. t'aurait pu t'en passer. Non, franchement, Je pas bon. trouve la blague super drôle. Ouais, drôle, j'irai peut-être pas jusqu'à cet extrême, mais voilà. Mm. Donc, ouais, le Aladdin, on est sur un scénar un petit peu original, on va dire, là-dessus. Euh, Il y a des réminiscences en fait de Jafar qui ont plus ou moins foutu le bordel dans un grabat, quoi. Basiquement, c'est ça le scénar de ce monde-là. Au niveau d'Halloween, par contre, alors pareil, génial. Un monde que j'ai adoré, puisque c'est un monde où on rencontre le Père Noël. C'est cool, non? Très cool. Bon, Oui, 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 ça dépend. ouais, bon. En vert ou en rouge? Non, je déconne. En Oui, oui, rouge. c'est super chouette. Voilà. Donc en fait, on commence, on est dans la ville d'Halloween et on va dans la fameuse forêt en fait qu'on voit dans l'étrange de Monsieur Jack avec le lapin de Pâques et tout ça. Et du coup, on va pouvoir passer dans le monde du coup de Noël. Et pareil, là, en fait, il y a deux mondes en un puisqu'on peut passer du coup de la ville d'Halloween qui est hyper sombre et très spécifique au niveau du design et un monde tout coloré, tout de blanc et de rouge. Voilà. Donc, petit scénar sympa et petit monde très sympa. Ensuite, donc, le monde du Roi Lion, avec la Terre des Lions. Et une tuerie. Ce monde-là, je n'en reviens pas au niveau, comme on disait, au niveau de l'animation et tout ça. C'était vraiment très impressionnant. C'est vraiment jouissif, en fait, de jouer Sora en lionceau, de le voir balancer sa Keyblade et puis courir après pour la rattraper. Enfin, voilà, c'est plein de petits trucs comme ça. Et alors, Et là, ouais, de ce que tu nous en dis, j'ai l'impression que, parce que tu t'avais vachement apprécié déjà le monde du Roi Lion dans le premier jeu, et j'ai l'impression qu'en fait, ils ont mis surtout il n'y était le pas. gros de leur bille dedans. Il n'y était pas le monde T'avais du pas dit qu'il royaume y dans avait le un 1. truc avec le Roi Lion dans le premier? C'était une invocation. C'est juste une invocation Je me souviens plus. avec le roi lion. D'accord. Voilà. En gros, tu l'as aussi dans le 2. En gros, c'est un personnage pendant tes combats, n'importe où, tu peux l'appeler pour t'aider. Donc, tu avais Simba qui pouvait venir t'aider, du coup, pendant les combats. Mais t'avais pas le monde réellement du roi lion. Mais Pardon. oui, ça fait partie de mon monde préféré et ils ont vraiment mis leur bille dedans, quoi. En fait, ils ont mis leur bille dans deux mondes, c'est Port-Royal. Ça demandait des défis techniques ahurissants pour faire du réaliste.
Et le Roi Lion qui, lui, a demandé énormément de travail pour juste un monde, quoi. Voilà, de travail spécifique. Donc, et au niveau du scénar de ce monde-là, on est sur le scénar du Roi Lion traditionnel. Donc, Mufasa qui meurt, Simba perdu, il faut le retrouver, voilà. Au niveau, ensuite, on va donc parmi ces balades de monde, on va souvent revenir justement à la forteresse oubliée, le jardin radieux. Euh, les Donald et Dingo vont également découvrir le bureau d'un fameux Ansem. Donc le fameux Ansem qui était l'ennemi du 1. Voilà. Sauf que ce Ansem-là n'a pas Avec un du nom tout pareil, tu peux pas le... être autre chose qu'un ennemi. Eh bien, tu vas rire. Ah merde. Parce qu'en fait, Ansem, eh bien, c'est bizarre, il y a un tableau le représentant, il ressemble pas du tout au Ansem que tu as combattu. Et là, il y a quelque chose de bizarre. Et en discutant et tout ça avec les personnages de Final Fantasy, et également, on va recroiser Mickey qui va nous expliquer certaines choses. Et en fait, Ansem dit Ansem le sage, pour pouvoir les différencier, euh, a fait des travaux sur le cœur. Donc, notamment sur les 100 cœurs et tout ça. Mais quand il voyait que son équipe de chercheurs allait un petit peu trop loin au niveau des recherches, notamment avec c'est pas dit explicitement, mais c'est sous-entendu de l'expérimentation humaine, en somme, le stage décide d'arrêter complètement ses recherches quand il voit que ça va beaucoup trop loin. Sauf que un petit jeune Zemnas, qui est en fait son disciple, va prendre sa place et va se faire appeler Ansem. Et c'est lui qu'on a combattu dans le 1. Tan, tan, tan. Tadam. On va également découvrir que ce fameux Ansem le Sage qui avait complètement disparu, en fait, n'est pas mort. En fait, c'est le fameux Diz qu'on avait vu plus ou moins dans Chain of Memories, qu'on avait aperçu, et qu'on avait aperçu aussi plus ou moins dans le début du jeu. Voilà. Donc il y a pas mal de petits retournements comme ça qui se font durant le scénar principal. Notamment au jardin radio, on va aussi découvrir un ordinateur qui gère la ville et notamment son système de défense, voilà, et qui a été vérolé. Et donc du coup, qui commence à attaquer tout et n'importe qui. Donc la ville étant alerte maximale, on a des tourelles qui nous tirent dessus. Enfin voilà. Sora va donc trouver le moyen de se rendre à l'intérieur de l'ordinateur. Et là, si je dis à l'intérieur de l'ordinateur, tu me dis, Trône. voilà. Eh. Eh ouais, faut pas me la faire à moi. Ah, quand même. Quand même. Et donc, on se retrouve du coup avec le scénar de Tron, mais c'est quel Tron? C'est le Tron? C'est un trou. Le, Oui, le, c'est le Tron de 82. l'originel, ouais. C'est le Tron de. Ouais, ouais, c'est l'original. Voilà, parce qu'en fait, le monde de Tron revient dans Kingdom Hearts Time Sleep, et là, c'est le remake qui a été mis dedans. Voilà. Alors c'était plus une suite qu'un remake, mais ok. Ouais, 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 bon, quelque c'est part entre les deux. Ouais. le Tron 2, quoi. Donc, on va donc se retrouver dans le monde de Tron avec Tron pour déjouer du coup l'unité centrale qui a été déroulée. Et Donc, on reprend un petit peu le scénar de Tron. est-ce qu'il est en fer, le trône de fer? Bon, d'accord, désolé. Jeux vidéo, voilà, je dis ça pour que les gens oublient. Donc, monde de Tron, donc après, à la fin du monde de Tron, du coup, ils arrivent à remettre le système comme il faut. Et donc, le jardin radieux, du coup, n'est plus sous alerte. On va également passer, du coup, par la forêt des rêves bleus. Donc, pareil dans le 1, c'est vraiment un monde un petit peu interlude. Donc avec Winnie l'ourson, où il va y avoir pas mal de mini-jeux, de petites choses à faire, mais il n'y a pas vraiment de combat, quoi. C'est vraiment plus un monde de mini-jeux à venir découvrir de petit à petit. Voilà. Donc c'est comme le 1, c'est un monde plus ou moins optionnel. Il n'y a pas besoin forcément de le faire. Et on finit du coup avec Illusiopolis, où Sora va donc
recroiser Riku, où on va se rendre compte que Kairi a été enlevé par l'organisation 13, où bah, on va recroiser le fameux mec qui se fait appeler Ansem, mais en fait, c'est pas Ansem, c'est Riku, puisque Riku avait été assimilé par Ansem. Ah, oui, c'est vrai. Et donc Riku a le corps de Ansem, qui est en fait Xemnas. C'est bon, on arrive à suivre? C'est de l'inception Ah disneyenne. non, non, mais quand les gens me disent non, mais Kingdom Hearts, c'est pour les enfants, mais le scénar, mais même à expliquer, c'est l'horreur. Là, je vous fais le truc dans les grandes lignes, mais il y a des retournements de situation dans tous les sens. C'est l'intérêt vraiment, moi, je trouve, de cette saga, quoi. C'est qu'il y a toujours un petit truc à dénicher derrière. Et le pire, c'est quand vous avez du coup des personnages qui ont été créés en 2004. Donc, non, il est sorti en 2005, Kingdom Hearts 2. Mais bon, ils ont été créés plus ou moins en 2004, qui se retrouvent à avoir une histoire, mais limite à être le méchant principal de Kingdom Hearts 3 qui est sorti 15 ans plus tard. Alors que c'était juste un des membres de l'organisation 13. J'en dis pas plus pour pas spoiler pour ceux qui n'ont pas fait le 3. Mais à la base, juste un membre de l'organisation 13 comme ça qui avait plus ou moins sa personnalité. Et on se rend compte que bah en fait c'est lui qui a tout géré depuis le début. D'accord. Donc c'est beaucoup de retournements de situation comme ça. Bah, là entre l'un et le 2, Ansem qui en fait n'est pas Ansem, qui est en fait son disciple qui a pris sa place. Enfin voilà, il y a beaucoup de retournements comme ça. Dans le jeu, c'est vraiment le cœur de la série, quoi. Donc voilà, et puis ouais, basiquement, j'ai pas envie de trop détailler la fin, mais basiquement, on va avoir une grosse phase de combat à Lysiopolis, où Sora va combattre les membres de l'organisation 13 restants et va les vaincre tous un par un. On va également avoir Riku, du coup, qui va faire équipe avec nous, qui va retrouver son corps, voilà, d'origine, avec une tenue hyper classe. Moi, j'adore sa tenue dans le 2. Qu'est-ce qui s'y passe? Donc, on va réussir à sauver Kairi. Kingdom Hearts a failli être reconstitué, mais Ansem le Sage a réussi à le détruire avec un canon en se sacrifiant. Et donc, du coup, on arrive face à Xemnas, Ansem, le standard, voilà, le disciple, où on va donc avoir un combat épique en 3 phases avec du shooter à l'intérieur même. On va se retrouver sur un vaisseau à devoir le combattre. En fait, Nomura voulait balancer à ses équipes à un moment du développement. Eh les gars, j'ai une super idée. Pour le boss final, je veux que Sora combatte une ville. Et là, les mecs, ils se sont dit, non mais il a fumé, c'est pas possible. Et c'est devenu une blague en fait durant le développement. Et en fait, l'équipe a dit en rigolant, mais en fait, ça pourrait être stylé. Et donc, c'est réellement, tu te bats contre une ville entière qui vient t'agresser avec des bouts de bâtiments qui te sont balancés. Le personnage de Zamnas, du coup, qui fusionne plus ou moins avec une partie du bâtiment qui se transforme en hydre. Enfin, c'est vraiment très impressionnant, quoi. Ah. Euh, on arrive à vaincre, Sora et Riku arrivent à vaincre Xemnas dans sa forme finale, on va dire, d'hydre. Et s'ensuit un dernier combat épique avec Xemnas, avec 2 sabres laser rouges, une tenue blanche, Mais le rachat n'avait pas dans été un... fait. Non, le rachat n'avait pas été fait. Mais putain, il est épique ce moment. Dans une zone, dans le monde, on va dire, vraiment des simili avec tout autour de toi, des blancs avec des rainures noires un petit peu partout et tout, enfin très onirique, on va dire, en monde, c'est vraiment très spécial. Et là, un combat épique, il n'y a que toi et Riku contre lui, et il te fait des attaques de folie, et du coup, pour le vaincre, il va falloir faire des attaques de coopération avec Riku.
Voilà. Donc un passage vraiment très épique. Et à la fin du coup, donc Riku et Sora arrivent à vaincre Xemnas pour de bon, au bout de la 4e fois. On va y arriver. Euh, ils se retrouvent du coup sur les berges, les rives des ténèbres, il me semble que c'est ça, où ils sont du coup perdus au bord des ténèbres. Très imagé, hein, mais c'est comme ça que plus ou moins que veut faire ressentir le jeu. Euh, Ils ne savent pas comment rentrer chez eux. Et là, en fait, une bouteille à la mer a été lancée par Kairi. Et cette bouteille qui forme le lien entre Kairi, Sora et Riku va leur permettre de rentrer chez eux. Fin du 2. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Ok. Voilà. Est-ce que tu as réussi à suivre au niveau du Oui, scénar? Parce qu'il je crois. Je est... suis pas sûr de pouvoir te faire un résumé de ce jeu vidéo, Oh, mais ouais, ouais, non, non, je, tu m'étonnes. de toute façon, je resuivrai quand je ferai le montage et à l'écoute finale. Et l'écoute, voilà. Alors, la chose que je n'ai pas vraiment parlé, c'est le gameplay. C'était un peu... Moi, j'ai parlé du scénar avant de parler du gameplay, mais bon, c'est pas grave. Non, mais c'est pas Au grave. niveau du gameplay, du coup, par rapport au 1, donc mis à part les gameplays spécifiques qui ont été créés, bah, notamment pour le monde d'Atlantica, pour le côté de comédie musicale, le gameplay spécifique au vaisseau Gumi, version shooter, le gameplay spécifique au Roi Lion, du coup, avec les animations qui sont complètement différentes, et puis même le gameplay en lui-même, et c'est pas la même chose, quoi. Enfin, c'est le même style, mais ça se joue différemment. Donc en plus de ça, il y a plusieurs choses qui ont été rajoutées à ce jeu-là par rapport au 1. C'est notamment donc la fusion. Donc en tout, il y a une, deux, trois, quatre, je dirais 5 fusions, si je me souviens bien. Rouge, bleu, jaune, blanche. Et la forme noire, oui, c'est ça. Donc en fait, comme je l'ai dit un petit peu avant, on va fusionner avec les collègues, donc soit avec Donald, soit avec Dingo, soit avec les deux. Et ça va nous permettre du coup d'avoir des compétences spécifiques et notamment des déplacements aussi qui vont changer. Donc par exemple, quand on fusionne avec Donald, donc on peut tirer les petites boules de magie, voilà. Mais on va également planer en fait sur la Keyblade, un petit peu comme un overboard. Quand on fusionne avec Dingo, on va pouvoir avoir 2 Keyblades. Donc pareil, là ça se joue complètement différemment. Quand on fusionne avec les deux, on a la forme sagesse qui, elle, va pouvoir, la force de sagesse, elle- je vois le design, je sais plus du tout ce qu'elle fait de spécifique. Je reprends mes notes, Elle tape des excusez-moi. gens avec des livres, la forme sagesse. C'est ça. Ah, je crois que tu me trompes en plus. Donc la forme Vaillance, quand on fusionne, je vais reprendre du début. La forme Vaillance, quand on fusionne avec Dingo, donc on combat avec 2 Keyblades. La forme Sagesse, c'est la bleue, j'ai inversé. Donc là, du coup, Sora va planer et va pouvoir tirer du coup des petits lasers. La forme Maîtrise, donc là, Sora va contrôler 2 Keyblades, mais va en contrôler une en fait en télékinésie. C'est-à-dire qu'il va pouvoir l'envoyer directement sur les ennemis et la Ah, contrôler à distance. Voilà. Ce qui donne des passages vraiment super sympas. La forme suprême, donc elle, c'est l'une des dernières formes qu'on va avoir. Et en fait, Sora va contrôler, va plus du tout tenir ses Keyblades. Elles vont flotter dans son dos et il va pouvoir les contrôler à distance avec ses mains en fait et les envoyer sur les ennemis. Il va pouvoir aussi les utiliser pour faire du double saut, pour voilà, pour se déplacer, pour planer aussi. Il va les utiliser un petit peu comme des ailes, enfin voilà, comme des hélices plus en les faisant tourner. Donc vraiment la forme hyper classe, quoi. Et enfin, la non-forme, qui est en fait une forme aléatoire. C'est-à-dire que quand tu choisis le fait de te fusionner, il y a un pourcentage de chance pour que tu aies un échec. Et donc Sora se retrouve en version noire, donc version un petit peu sans cœur. Et donc il perd l'usage de la Keyblade. Il n'a plus de magie, plus de possibilité de soins. La seule chose qu'il peut faire éventuellement pour se soigner, c'est utiliser des potions. Et encore, je ne suis même pas sûr. Je me demande même si on peut pas du tout se soigner.
Mais il a des dégâts limités. Donc les dégâts, il fait beaucoup moins de dégâts qu'avant. Donc c'est vraiment la forme punitive, quoi. Mais par contre, au niveau des mouvements, il va être ultra rapide. Donc en fait, il va asserrer l'ennemi de toutes parts et se téléporter par. Donc c'est une forme qui est très jouissive à avoir, mais qui, contre des boss, quand elle apparaît sans faire gaffe, bah, peut te valoir ta partie, en fait. Hmm. Ça me rappelle un peu la forme de fusion ratée de Goten et Trunk. Tout à fait, T'as voilà. vu ça? C'est moi Sauf qui que l'ai là, t'as faite. quand même des. Ouais, c'est toi qui l'as fait. Mais t'as quand même des avantages quand même. T'as la rapidité. Goten, c'est Trunks, quand il se chie, ils ressemblent à rien, quoi. Ils peuvent rien faire. Voilà. Ils peuvent rien faire. Ils sont soit trop gros, soit trop vieux, soit trop jeunes. Enfin, voilà. Mais voilà. Donc ça rajoute vraiment une diversité vraiment dans le gameplay, puisque en fusionnant, on change complètement le gameplay au niveau du combat, au niveau des capacités. Et chaque forme va aussi avoir du coup un finish qui est plus ou moins impressionnant suivant la forme. Donc les finishes se déclenchent du coup soit à la fin d'un combo, soit à la fin, on va dire à la fin de la forme pour finir, on va dire en beauté, quoi. Au niveau des nouveautés du coup de gameplay, on a également donc des nouvelles magies et également des coopérations. Donc avant dans Kingdom Hearts 1, euh, les coéquipiers avaient des compétences, mais ils n'interagissaient que très peu avec Sora. C'est-à-dire qu'en fait, c'était certaines, il existait certaines compétences qui permettaient de combinaison, on va dire, entre eux, mais c'était très peu. Et en plus, il fallait aller dans le menu sur le côté pour la sélectionner. Là maintenant, les commandes se sont assignées à un bouton, donc c'est le bouton triangle, et à partir du moment où elles sont disponibles, on peut les activer. Donc ça change tout parce que du coup, on les utilise beaucoup plus. Et comme il y en a plus et qu'elles sont plus intéressantes, on va dire, donc ça va vraiment enrichir le gameplay. Et cette touche triangle donc est liée aux coopérations, mais également à la commande réaction. Donc cette commande réaction, en fait, c'est ce qui va permettre de... En fait, ça rajoute du QTE plus ou moins dans le jeu, mais en version minimaliste. Donc les QTE, pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est en fait un passage cinématique où, au lieu de déplacer le personnage entièrement et tout ça, il va y avoir des actions scriptées. Donc, par exemple, le personnage doit, Tomb Raider tombe d'une falaise et pour qu'elle se rattrape, il suffit pas, c'est pas comme d'habitude où on bouge le joystick vers le mur et on appuie sur un bouton. Il va falloir marteler un bouton spécifique ou une série de boutons dans un certain ordre. Voilà. Donc, ajouter entre guillemets du QTE, même si je suis pas fan de la détermination, mais dans le gameplay, c'est-à-dire que en fait, pendant le combat, on va pouvoir réagir à l'ennemi en appuyant sur cette fameuse touche triangle. Donc l'ennemi va par exemple nous balancer un gros rocher, on va pouvoir soit l'esquiver de manière totalement normale, soit la parer, ou alors utiliser cette commande réaction pour lui renvoyer sur la tronche. Donc là, pareil, ça va rajouter énormément de dynamique en fait, au gameplay, quoi. Et en plus de tout ça, il y a une flopée, mais littéralement une flopée de mini-jeux qui viennent parsemer toute l'aventure. Donc on en a énormément dans la Cité du Crépuscule, où on va avoir par exemple le skateboard, où il va falloir faire des figures, le livreur de courrier, où il va falloir aller le plus vite dans toute la ville pour livrer le courrier. On va avoir c'est quoi? C'est le collage d'affiches. Donc en fait, il faut aller le plus vite possible dans toute la ville pour coller un maximum d'affiches pour gagner un maximum de points. Enfin, plein de mini-jeux comme ça qui sont regroupés dans la Cité du Crépuscule, mais également dans tous les mondes. Tous les mondes vont avoir ces mini-jeux, on va dire, exclusifs. Donc ça va rajouter aussi énormément de variété. Et je pense qu'au niveau gameplay, on a fait le tour. Ok, c'est vrai que c'est ben, une fois de plus très complet, très diversifié. C'est ça. Et en parlant de Kingdom Hearts 2, je pense que j'ai dit à peu près tout, hein, en fait. Ben, toujours aussi complet et diversifié. J'allais dire la même chose.
C'est ridicule. Je suis Kingdom Hearts. Non, mais voilà, toujours, on en est qu'à la deuxième itération, mais je suppose que, c'était un petit peu la conclusion de la première émission, si c'est quand même ta saga de jeux vidéo favorite, c'est pas pour rien et qu'il y a quand même des c'est pas le petit jeu tout simple crossover à plusieurs univers. C'est ça. C'est pas Super Smash Bros. Super Smash Bros. Non, mais c'est un très bon jeu, mais basiquement, le scénar est inexistant, n'existe pas, ou alors il y en a un qui est juste prétexte. Le gameplay est très intense, mais basiquement, le gameplay, c'est un jeu de combat. Oui, Il est très bien dosé, il est très bien machin, il fait très bien. Voilà. Donc, mais après, ça reste un jeu de combat, quoi. Il y a pas, au niveau du scénar, au niveau de tout, voilà, il n'y a pas de diversité dans le gameplay non plus. Enfin, voilà, donc c'est vraiment, c'est un très bon jeu, mais il manque quelque chose vraiment pour se hisser, on va dire, à la valeur d'un Kingdom Hearts. Il y a autre chose que j'ai oublié de dire. On t'écoute. C'est aussi, donc, création, le développement de Kingdom Hearts 2. Nous sommes en 2004. C'est aussi à ce moment-là que commence à germer dans l'idée un petit jeu. Il ne mettra pas très très longtemps à arriver, hein, puisque ça a juste mis 15 ans. Final Fantasy Versus 13, renommé Final Fantasy 15. Il est sorti en 2018. Voilà. Donc c'est à ce moment-là que le projet est préparé par Tetsuya Nomura, qui en fait ne voulait pas faire que du Kingdom Hearts. Il voulait bosser sur un projet sans Disney, entre guillemets. Et c'est de là que viennent les premières images, 2004 à peu près, les premiers prémices de Final Fantasy XV. D'accord, ça fait vraiment très... de toute façon, oui, apparemment c'est quelqu'un qui a des idées qui voit loin dans le futur. Oui. Puisque, après, il pensait pas que ça allait mettre aussi longtemps à sortir. D'accord. Voilà. C'est pas une volonté de sa part d'avoir mis aussi longtemps. Puisque à la base, il pensait pouvoir sortir le jeu pour le début de la PS3. Et allez, pour faire un petit peu de teasing de la prochaine émission, de quoi vas-tu nous parler? Parce que je suppose que tu ne nous parleras pas directement de Kingdom Hearts 3. Ah non, puisque nous avons pas mal de jeux à faire avant. Puisque je rappelle que là, nous avons vu Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts Chain of Memories, Kingdom Hearts 2. Il va falloir parler d'énormément de jeux, puisqu'il nous reste exactement Kingdom Hearts 358 Day sur 2, 358 sur 2 Day, Birth by Sleep, 02, Codex, Dream Drop Distance et Kingdom Hearts Key, avant d'atterrir à Kingdom Hearts 3. Donc, la prochaine fois, nous allons partir sur 358 Day et nous allons certainement en profiter pour caler Codex parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire dessus. D'accord. Voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup Charles pour ton apport généreux en connaissances et en passion. Et à très bientôt. Eh bien, à bientôt. Donc pour parler de, j'ai pas retenu les noms, de Kingdom Hearts Codex et 365 sur 2 jours, c'est ça? 358 sur 2 days. Il est très chiant celui-là. Ok. Eh bien, très chers auditeurs, auditrices, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce deuxième jeu et de Chains of Memory. Dans les commentaires, à nous joindre sur Discord, ce que vous en avez pensé également. On se retrouve très bientôt. Merci Charles encore une fois, à bientôt. Mais de rien, avec plaisir, à bientôt. Et ciao, au revoir à toutes et à tous. Allez, ciao, bye. God's changed my ways, change my ways, those evil ways.
but I can't